Ils ont inventé le pneu démontable qu'on trouve sur toutes les voitures, le guide de voyage le plus reconnu dans son domaine et des petites étoiles que s'arrachent les restaurants du monde entier. Pourtant, très peu de personnes connaissent la véritable histoire et encore moins les secrets de Michelin. Laissez-moi vous raconter l'histoire aussi discrète que redoutable de l'Empire Michelin. Quand on parle de Clermont-Ferrand, on pense tout de suite à ses montagnes, sa nature, son équipe de rugby. Mais c'est aussi le lieu de naissance d'un des plus grands empires industriels du monde, l'Empire Michelin. Mais revenons-en au début, tout commence par une histoire d'amour. Une Écossaise du nom d'Elizabeth Pugh Barker tombe amoureuse d'un Auvergnat, Édouard d'Aubry. La jeune femme n'est autre que la nièce d'un savant écossais qui a découvert les propriétés du latex, un matériau élastique qu'on obtient grâce au sucre végétal d'un arbre, l'EVA. Le couple s'installe à Clermont, et Édouard d'Aubry et son cousin y développent une entreprise de machines agricoles. Pour participer à l'entreprise de son mari, la jeune Elisabeth fait venir du caoutchouc, un autre type de latex des terres brésiliennes. Elle en crée de petites balles rebondissantes dont raffolent les enfants de l'époque. Sauf qu'un jour, les fondateurs meurent et là, le bateau risque de couler. Des petits-fils de la famille vont donc récupérer l'entreprise, il s'agit d'André et Édouard Michelin qui vont devenir les véritables forces motrices de l'entreprise. Nous sommes à la fin du 19e siècle, et la grande mode dans les rues, c'est le vélo. À l'époque, les roues sont en bois, cerclées de fer, donc comme vous l'imaginez, c'est pas du tout confortable pour rouler. Il existe bien des pneus en caoutchouc, mais c'est Dunlop, un Écossais, qui les a inventés. Ils sont directement collés à la roue, donc c'est impossible à réparer. Autant vous dire que c'est pas optimal. C'est à ce moment-là qu'André, l'aîné des frères Michelin, a une idée de génie. Normal pour un ingénieur normalien, sa solution rapide et efficace, c'est un pneu avec une chambre à air démontable en 15 minutes. Et pour l'époque, c'est révolutionnaire. Et en 1891, les frères Michelin réalisent leur premier grand coup de génie marketing. Ils impriment leurs premières affiches publicitaires et organisent même leur propre course, la Paris-Clermont-Ferrand. Et chez les Michelin, tout est bon pour gagner, même les méthodes pas très honnêtes. Sur la route, Édouard Michelin fait semer des clous et pieds dans l'air. Leurs adversaires crèvent tous leurs pneus et comme ils sont trop longs à les changer, c'est la fin de la course pour eux. En revanche, les athlètes équipés de pneus Michelin changent leurs pneus en un rien de temps et finissent la course. Coup réussi pour Michelin, leur chiffre d'affaires explose et ils vont même s'exporter à l'étranger. La petite entreprise de Clermont-Ferrand est en train de devenir un géant mondial. Au tournant du XXe siècle, les routes et les voitures se développent. Les Michelin croient dur comme fer au potentiel que représente l'automobile pour leur business. Ils s'attaquent donc à leur prochaine innovation, les pneus de voiture. Problème, si les Français acceptent petit à petit la voiture, ils ont du mal à croire qu'un véhicule d'une centaine de kilos peut tenir sur des tubes gonflés à l'air. Rien qui décourage les Michelin. L'ADN de la famille, c'est d'être en avance sur son temps tout en étant meilleur que ses concurrents. Même si ça demande un peu de créativité. André et Édouard Michelin prennent donc le châssis d'un des premiers modèles de Peugeot qui circulent à l'époque et y ajoutent le moteur d'un bateau. C'est la naissance de la mythique Éclair, la toute première voiture sur pneumatique. Et ne vous y méprenez pas, elle ne tire pas son nom de sa vitesse, qui atteint quand même les 70 km/h, énorme pour l'époque, mais de sa trajectoire en zigzag. Année après année, la voiture s'installe donc durablement dans le quotidien des Français. Mais il y a encore un problème auquel les Michelin vont devoir se confronter. Partir en voiture, c'est l'aventure, mais pas toujours dans le bon sens du terme. Les routes sont mauvaises, il n'y a pas de carte grand public, pas de panneaux, pas de station-service. Alors ils décident de réaliser une sorte de kit du parfait automobiliste. En gros, c'est un guide qui recense tout le nécessaire afin de sillonner les routes de France. Dedans, on y trouve des listes de garagistes, d'hôtels, de vendeurs d'essence. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal, il s'agit du fameux guide Michelin. Les Michelin l'impriment et le distribuent gratuitement à tous ceux qui achètent leurs pneus. Il est tiré à 35 000 exemplaires en 1900 et 20 ans après son lancement, il devient payant. Alors, innover, c'est une chose, mais pour qu'une marque s'installe durablement dans les esprits, il lui faut un visage, un symbole. En 1894, alors qu'ils voyagent à Lyon pour l'exposition universelle, les deux frères s'arrêtent face à une pile de pneus devant un stand. Édouard se serait retourné vers André et lui aurait lancé « Regarde, avec des bras, ça ferait un bonhomme ». 4 ans plus tard, l'illustrateur Marius Roussillon, dit Au Galop, se charge de donner vie à la célèbre mascotte de Michelin. Sur sa toute première affiche publicitaire, le bonhomme est accompagné d'une devise en latin. Nunc est bibendum, ce qui signifie littéralement « c'est maintenant qu'il faut boire ». Le message est clair, le pneu Michelin avale les bouts de verre et les clous qui sont sur sa route. Et en juin 1898, c'est un imposant bonhomme Michelin qui fait ses débuts remarqués au Salon de l'Automobile de Paris. Le mois suivant, lors de la course automobile Paris-Amsterdam-Paris, un jeune mécanicien aurait aperçu André Michelin dans la foule et se serait écrié spontanément « Voilà Bibendum, vive Bibendum ». L'industriel comprend aussitôt qu'il tient là le nom de son personnage. Le public s'en empare
s'effondre aussitôt et il devient l'un des personnages publicitaires les plus reconnus au monde. Pendant que Michelin grandit, son berceau, à Clermont-Ferrand, se transforme. Les usines s'étendent maintenant sur des dizaines d'hectares et le nombre d'employés explose. De 500 personnes en 1903, on passe à 19 000 en 1926. Il faut loger tout ce monde, et c'est les frères Michelin qui vont s'en charger. Face à un centre-ville insalubre et des logements insuffisants, l'entreprise lance la construction de ces cités ouvrières. Des maisons jumelées avec jardins conçues pour être fonctionnelles et accessibles. Au total, c'est 180 hectares de cités et d'usines qui sont construits dans l'entre-deux-villes, faisant de Michelin le principal aménageur de Clermont-Ferrand. L'entreprise met en place un système social complet, avec des associations sportives, des églises, des écoles. En gros, c'est une prise en charge universelle du berceau à la tombe. L'entreprise, elle incarne ce qu'on appelle le paternalisme industriel. En gros, on naît, on vit et on meurt Michelin. Un modèle qui trouve son incarnation la plus aboutie dans la figure de François Michelin, petit-fils d'Édouard, qui prend la tête de l'entreprise dans les années 60. Homme de terrain, il serre la main à ses ouvriers comme à ses cadres, connaît le prénom de chacun et fait le tour des ateliers. Mais derrière cette proximité affichée se cache une autre obsession bien plus caractéristique de la famille, la discrétion. Être en avance sur ses concurrents, ça suffit pas, il faut le rester. Et pour ça, tout doit rester caché et en interne. Et pour ce faire, les usines de Clermont-Ferrand sont fermées à clé et les fenêtres équipées de barreaux. À l'intérieur, la chaîne de fabrication est volontairement fragmentée. Presque aucun ouvrier ne connaît toutes les étapes de fabrication d'un pneu. Et toute cette organisation, elle est pensée pour que le secret survive même aux hommes qui le détiennent. C'est dans ce contexte que naît, dans les années 40, l'invention qui va asseoir définitivement la domination mondiale de Michelin. Le pneu X, un nom dérivé du goût des Michelin pour le secret. Un pneu radial doté d'une armature métallique intégrée dans le caoutchouc qui lui confère une rigidité, une longévité et une tenue de route sans précédent. Quand vous achetez un pneu, vérifiez bien que c'est un Michelin. Mais pour développer et valider ses innovations, François Michelin ne fait confiance à personne d'autre qu'à lui-même. Dans les années 60, l'entreprise se dote d'un centre d'essai de recherche à Ladoux, un site d'environ 450 hectares à une dizaine de kilomètres au nord de Clermont-Ferrand. Laboratoire, atelier, bureau d'études, tout est réuni sur place, loin des regards. Pour aller toujours plus loin, dans cet énorme bâtiment construit dans les quartiers de Catarou, Michelin a fabriqué une vingtaine de pistes d'essai. Au total, elles représentent 45 km, permettant de tester l'adhérence sur sol sec et mouillé, le comportement, le bruit et le confort du pneu. Sur ces pistes circule l'engin le plus emblématique de cette culture du test poussée à l'extrême, le 1000 pattes. Construit au début des années 70, ce véhicule monstrueux pèse 9 tonnes et mesure 7,30 m de long. Et les efforts paient. En 20 ans, Michelin passe du 7e rang mondial à la 2e position des constructeurs de pneus, juste derrière Goodyear. Une ascension qui semblait annoncer une domination durable, mais l'histoire de Michelin n'est pas un long fleuve tranquille. À partir des années 80 et 90, l'entreprise traverse de sérieuses turbulences. Les restructurations et les fermetures de sites s'enchaînent. Le modèle paternaliste hérité du siècle précédent commence à se fissurer. Les grèves se multiplient dans les usines de Clermont-Ferrand où des milliers d'emplois sont supprimés au fil des décennies. La mondialisation, elle impose ses règles. Pour rester compétitif, il faut produire là où les coûts sont les plus bas. Les délocalisations alimentent un sentiment de trahison dans une ville qui s'était construite pendant un siècle entier autour de l'entreprise. Mais Michelin tient tout de même debout grâce aussi à sa diversification. Car aujourd'hui, Michelin ne règne plus seulement sur les routes. Le petit livre rouge offert gratuitement avec chaque pneu en 1900 est devenu en un siècle la référence absolue de la gastronomie mondiale. Ces étoiles dictent les tendances gastronomiques et être étoilé Michelin est devenu le sésame ultime dans le monde de la restauration mondiale. Pour montrer l'attachement des Michelin à leur berceau d'origine, Clermont-Ferrand, les mythiques pistes de Catarou, où des générations d'ouvriers testaient les pneus 24 heures sur 24, sont aujourd'hui au cœur d'un projet de reconversion d'envergure. Sur 42 hectares, Michelin investit 60 millions d'euros pour transformer ce symbole industriel en un quartier ouvert sur la ville, avec des espaces culturels, une salle de spectacle, des jardins, des restaurants et un musée repensé. Mais pour en revenir aux pneus, en 2000, plus de 100 ans après sa création, le Bibendum a été sacré logo du siècle par le Financial Times. Et au-delà de la conservation de son image de marque, Michelin a brièvement réussi à atteindre la première place mondiale du pneu automobile en 2019, en détrônant Bridgestone qui dominait depuis plusieurs années. Aujourd'hui, le groupe détient environ 16% des parts de marché mondial, ce qui le place en deuxième place, juste derrière
le japonais Bridgestone et devant l'américain Goodyear. Un succès que l'entreprise doit en partie à son investissement massif dans l'innovation. Près d'1,1 milliard d'euros consacrés à la recherche et au développement en 2024 seulement, soit environ 4% de son chiffre d'affaires. Une petite manufacture d'Auvergne, partie de balles en caoutchouc pour enfants, représente maintenant plus d'1 pneu sur 6 vendu dans le monde. L'histoire de la famille Michelin, c'est celle d'un des empires les plus discrets et les plus puissants de l'histoire industrielle mondiale, tout en continuant, coûte que coûte, d'innover dans l'ombre. C'est la fin de ce deuxième épisode de Dynasty, et s'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, on regarde tous les commentaires, et si vous voulez suivre la suite, abonnez-vous.